J'avais des cachets de 15 000, je faisais des prestations de 15 000 francs CFA. On connaît ces histoires d'amour au lycée, ces histoires d'amour malheureuses. C'est la vie. Diane et moi, on ne se parle plus. Je veux accomplir le maximum de choses en peu de temps. Moi, j'ai toujours eu le rêve d'être délinquant, mais je savais que si je suis délinquant, ma mère va me tuer. J'ai failli maudire Dieu. Qui est Ulrich Takam? Je m'arrangeais quand même, par contre, à tout retenir en classe parce que quand je vais rentrer, je n'ai pas le temps pour bosser, je n'ai pas le temps pour réviser parce qu'il faut quand même que j'ai un peu de temps pour être délinquant. Il est humoriste, il est comédien, il est stand-upper, il est promoteur de spectacles. Aujourd'hui, c'est plus des humoristes qui me font rire. J'ai pas rêvé piloter un avion, honnêtement, j'ai peur de l'avion. J'ai pas rêvé piloter un avion, j'ai pas rêvé être président. Donc, je t'ai vu que je suis né, on en a qu'un, donc. Et si demain, tout ça s'arrête, qu'est-ce qui te resterait? Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyanam Benasti Nesta, mes amis, je m'appelle Daniel, cause I sleep where the lions eat. Alors, l'homme que nous recevons aujourd'hui est quelqu'un qui a sûrement, très sûrement réussi à t'arracher un sourire, à t'arracher un fou rire. Quasiment tout le monde a vu ses vidéos et s'est tapé des barres de rire. Il est humoriste, il est comédien, il est stand-upper, il est promoteur de spectacles. C'est un businessman de ouf et il a su imposer sa signature dans l'univers humoristique africain. Plein de scènes qu'il a tournées sont devenues cultes. Hein, on connaît ses histoires d'amour au lycée, ses histoires d'amour malheureuses et paradoxalement, il n'a jamais le rôle du héros. Il a toujours un rôle d'anti-héros et il nous vient du Cameroun. Il s'appelle Ulrich Takam et c'est un plaisir de le recevoir dans le Cotonou Boy Show aujourd'hui. Bonjour Ulrich. Hey, bonjour Nasty, tu vas bien? Très bien, toi-même. Oh, je suis content d'être à Cotonou et d'être dans le Cotonou Show. Hein. C'est la première fois que tu viens à Cotonou? Non, c'est pas la première fois. Je suis déjà un gars de Cotonou. Moi, je vais déjà un peu de partout à Cotonou. C'est la troisième fois. Okay. La première fois que je suis venu, je crois, c'était en 2020 ou 2021 avec Eliphaz pour la grande réunion familiale. Après, je suis revenu l'année dernière, parce que j'ai mis un bon bout de temps après ça. Je suis revenu l'année dernière, on a joué à l'Institut français. Et là, je suis encore là. Et je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas cesser d'être là. Écoute, parce que on est content que tu sois là. Oui, Cotonou est en train de devenir une véritable plaque tournante en Afrique. Donc, c'est un carrefour. Donc, ça up et on va être donc, là. Tu veux voir clair dans ce qui se passe. Oui, je veux comprendre. Et tu as bien raison, tu as bien raison. Et puis, j'ai vu, tout à l'heure, on était au Palais des Congrès, j'ai vu le public était content de te voir, les fans étaient là, prenaient des photos et tout. On te reconnaît beaucoup dans Oui, j'ai l'impression d'être une star. Hein. Tu es une star. Non, il y a bien de monde qui me connaît. Enfin, je veux dire, je suis agréablement surpris. C'est vrai que je savais déjà du fait des voyages, et même avant, que j'avais une belle réputation et une belle reconnaissance en Afrique de l'Ouest. Mais c'est toujours toucher la réalité du doigt, c'est toujours plaisant parce qu'en fait, à aucun moment donné, il y a quelqu'un qui s'est posé la question, c'est qui, je le connais où, c'est que ça claque directement, Takam, et voilà, mais et ça fait plaisir, quoi. C'est comme, j'étais dans, comment est-ce que je vais dire ça? J'étais dans l'espace public aujourd'hui et une dame m'a dit, ah, c'est ça, hein, quand tu t'es donné à nous. Ouais, c'est ça, tu ne t'appartiens plus. Voilà, je ne m'appartiens plus et voilà. Et là, ça fait 10 ans que tu fais ce métier? Oui, 2026, ça va faire 10 ans. 10 ans qu'on a fait le choix de l'humour. Était-ce une bonne décision? Mais Je pense que vu comment les choses ont tourné, oui. Il y a des millions de vues, tu as la reconnaissance un peu partout, tu t'épanouis, j'imagine, dans ton métier. Beaucoup. Donc, non, on ne va pas regretter. Ça se fête. Ça se fête même 10 ans. Mais avant ces 10 ans, qui est Ulrich Takam? Comment tu en arrives à ces 10 ans-là? On va commencer par le début. Quel type d'enfance tu as?
Je dirais pas une enfance difficile, hein, mais c'était pas la plus facile au monde. Donc, je suis né à Penka-Michel. Penka-Michel, c'est un arrondissement dans le département de la Menoie, dans l'ouest du Cameroun. Donc, il fait bon vivre, tranquille, c'est chill. C'est une zone rurale, c'est mi-urbain, mi-rural. Donc, enfin, il y a les riches, il y a les pauvres. Je suis de middle class, on va dire ça comme ça. Ma maman, elle est infirmière. Mon papa, il est enseignant, donc c'est des fonctionnaires. Je vis même d'ailleurs dans un quartier qui est taxé de quartier fonctionnaire. Donc, je suis un peu parmi les riches, mais les riches du village. les riches du village, parce qu'après, tous les samedis, il faut aller au champ, tu vois. Donc, tu n'as pas vraiment, au lycée, tu n'es pas le riche de riches, quoi. Et, on grandit dans cet environnement-là. On connaît Tu as des frères et sœurs? Ouais. Je suis le Benjamin des garçons. Ma mère, elle a 8 au compteur. Donc, une parité dans les sexes, 4 filles, 4 garçons. Donc, elle est bénie. Ouais, elle est tranquille. Sa vie est calme. Donc, ma mère, elle en a 8 au compteur. Mon père, c'est un artiste. Donc, lui, il va un peu plus loin. Après, c'est les avantages de la polygamie. Donc, on peut avoir plein d'enfants et ce qui n'est pas une mauvaise, ça n'a pas que des inconvénients au final. On grandit dans cet environnement-là. On n'a pas de problème de fourniture scolaire, pas de gros problèmes de fourniture scolaire. On n'a pas tous les livres, c'est vrai, mais on a le nécessaire. Le nécessaire. Ouais. On n'a pas l'argent de baigner, mais on a la nourriture, la nourriture le matin. Il n'y a rien qui manque en fait. Ouais, il n'y a rien qui manque. Voilà. Tout se passe bien. Et tu avais quel type de scolarité? Tu étais quel type d'élève? Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu étais brutal? Pas timide, mais des difficultés à être délinquant. Il y avait une grosse volonté à l'être, tu vois. Mais parce que, en fait, tu sais, au fond, tu sais que j'enviais les bad boys. Beaucoup. Parce que en fait, c'est eux qui avaient tout. Tu vois, ils avaient tout. Mais le problème, je n'arrivais pas à franchir le cap de bad boy parce qu'apparemment, le discours qu'on tenait, c'est que les bad boys finissent mal, tu vois. Et donc, moi, je voulais... Tu étais conscient de ça? Oui, j'étais conscient de ça. Mais ils avaient tout, tu vois. Morissette m'avait barré. Oui, tu vois, Morissette m'avait barré. Kevin m'avait barré, tu vois. Donc, il y a tellement de filles qui m'ont largué pour aller avec les bad boys, tu vois. Et au fond, à un moment donné, j'avais des potes qui étaient bad boys et ils s'en sortaient. Ils avaient des bombes du lycée et tout ça. Tu te dis, mais tu sais, au fond, on t'a dit que les bad boys finissent mal. Après, il y a un juste milieu. J'étais mi-délinquant, mi-rangé, tu vois. J'étais quand même au milieu parce que... Tu allais voir ce qui se passait là-bas. Et puis, j'avais des difficultés à fuir l'école. Donc, du coup, j'ai pris une filière où il y a beaucoup de temps. J'ai pris les filières littéraires. Donc, je n'ai pas fait les filières scientifiques parce qu'il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc, si je fuis l'école, je cours un risque. Je choisis la filière littéraire, donc même si de toutes les façons, même si je reste à l'école, on n'a rien à faire. J'étais bon quand même. Ouais. J'ai toujours été parmi les 5 premiers. Voilà. Les 5 premiers de la classe, tranquille. Jusqu'à l'université. Parce que quand même, la licence, il y a pas de quoi se vanter, mais ma licence, je suis major de la promotion quand même. Pour un délinquant quand même, pour un gars qui fuyait l'école, ça va. Mais est-ce que tu forçais pour avoir ces résultats-là ou c'était plutôt facile pour toi? Tu avais des facilités? Je faisais des choses passionnantes. Je veux dire, de façon générale, je faisais des choses passionnantes. Il y a beaucoup déjà au lycée, j'ai toujours voulu être journaliste. Je voulais être vraiment... Donc, et un enseignant m'a dit en classe de 5e que pour être journaliste, il faut faire les filières littéraires. Donc, en seconde, quand je choisis la A, personne, mais la filière littéraire... C'était déjà clair pour toi que c'était ce que tu voulais faire? Oui, donc les amis n'ont pas compris parce que, voilà, j'étais moyen en toutes les matières. De façon générale, j'étais tranquille. J'étais de bonnes notes dans des matières scientifiques. Mais vu qu'on m'a dit que pour être journaliste, il faut faire les filières littéraires,
je me suis intéressé à ça parce que j'avais un objectif qu'il fallait que j'atteigne. Et donc, ce qui fait que j'ai jamais blagué vraiment avec l'école. J'ai jamais blagué avec l'école. Mais à chaque fois, chaque pause, je m'arrangeais quand même, par contre, à tout retenir en classe parce que quand je vais rentrer, j'ai pas le temps pour bosser, j'ai pas le temps pour réviser parce qu'il faut quand même que j'ai un peu de temps pour être délinquant. Il faut, je dois. Ça, tu mettais un point d'honneur. Oui, c'était important, tu vois. Donc, je m'arrangeais à tout retenir en classe parce que je sais que j'ai pas le temps pour réviser et je sais à quel point j'aime le sommeil. Non, je dois dormir. Cette affaire où il faut se réveiller à 4 heures pour réviser, non, c'était pas pour toi. Et ça me réussissait parce que je parvenais à retenir tout en classe et ça va, quoi. Mais qu'est-ce qui te plaisait dans le journalisme? Qu'est-ce qui t'a plu dans le journalisme? Et très tôt, tu t'es dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Oh, je sais pas, comme ça, banalement. La communication m'est venue. Au départ, ce qui se passe, c'est que c'est un cadeau. Je ne pense même pas qu'à ce moment-là, je suis déjà passionné de la communication. C'est un cadeau de ma mère. Quand je passe le BPC, je ne sais pas si on en fait aussi ici, le brevet. Quand je le passe, ma mère me dit comme cadeau en plus du vélo, parce que j'ai eu un vélo, quand même. Donc, en plus du vélo, elle se dit, OK, elle m'a offert comme cadeau, je suis allé. Bon, le téléphone, je ne vais pas dire que j'ai eu son téléphone, parce qu'en fait, le téléphone, je l'ai volé carrément. Elle ne me l'a pas offert, parce qu'en fait, quand j'étais en classe de 3e, à un moment donné, elle est tombée malade. J'étais à la maison, c'était pendant les vacances du 2e trimestre. Elle est tombée malade, elle a été hospitalisée. Et j'étais seul avec elle, tout le monde était allé en vacances. C'est comme ça que je me suis dit, OK, elle était hospitalisée. J'ai dit, bon, tu es à l'hôpital. Moi, je suis à la maison et tout ça là. Si c'est qu'il y a un problème, on communique comment? J'en ai plus besoin. Voilà. S'il y a un problème, on communique comment? C'est comme ça qu'elle m'a donné son téléphone. Et elle a guéri et elle n'a plus jamais... Elle dit, écoute, soit tu t'achètes un autre téléphone, soit tu laisses tomber. Et voilà, donc je considère le téléphone comme cadeau. Donc après le brevet, elle se dit, OK, ce serait bien que tu vas faire un stage. Elle m'envoie chez ma tante à Bafoussam. Je vais faire un stage en radio. Okay. C'était un stage de vacances. Et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert les métiers de la communication. J'ai découvert le journalisme. Et je suis tombé amoureux, on va dire ça comme ça. C'est là-bas que la graine a été mise au sol. Et voilà, elle a pris des proportions. Elle a pris des proportions énormes. Ça a commencé à tout hasard comme ça. Et je n'ai pas cessé de vouloir cela. Jusqu'à ce que je réalise 3 ans après le bac, à un moment donné, il faut abandonner ce projet. Ben, écoute, ça tombe bien, cette émission, elle passe sur YouTube, mais c'est une émission radio de base qui passe sur Bip Radio et c'est une émission musicale. D'accord. Quand tu penses à cette période-là, on va dire cette période de l'enfance à l'adolescence, cette période un peu d'insouciance, quelle musique te revient dans tes souvenirs? Quand tu l'entends, ça te reprojette à ce moment-là. Alors, il y a une musique, de, je crois, soprano. En fait, je me rappelle à quel moment je me suis dit, OK, je vais être un animateur. Serge Pout, il est décédé aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'étais en train de grimper la colline. J'allais aux répétitions, j'allais faire des cours de répétition à l'école publique groupe 1. J'étais en train de grimper la colline de l'école publique groupe 1, juste à côté de l'église catholique. Il y avait Groove, l'émission Groove était en train de passer sur Poila FM 104.7 à Bafoussam. Je me souviens. J'avais le casque à l'oreille et c'était une chanson de soprano. On croyait que l'amour nous suffirait. On croyait que l'amour nous suffirait. On croyait que l'amour nous sauverait. C'est sur le préau d'un collège que la première fois qu'on s'est touché les lèvres. Un truc je sais pas exactement le titre, mais c'était un featuring. C'était un featuring avec une fille et tout. Et j'ai écouté ça. La chanson était en train de passer, le premier couplet, le refrain. Et Serge Pout a posé la voix là-dessus. Après, il a demandé. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'on demande l'antenne comme ça. Voilà. Donc, je suppose que. Parce que je me suis dit, à ce moment, il était assis en studio. Il a soulevé la main. Et puis, la régie derrière lui a donné l'antenne. Et puis, il a posé la voix. C'était magnifique. J'oublierai jamais ce moment. Je me suis arrêté pour l'écouter.
pour l'écouter et à chaque fois maintenant, à chaque fois que quand j'écoutais la radio, les plages d'antenne libre où il y avait des musiques, il y avait qu'une sélection musicale, tranquille, ce que je faisais, c'est que je posais là-dessus. Ok. Moi-même, je posais et tout ça. Et j'ai parlé seul pendant tellement longtemps. Dans chaque trajet, parfois, en fait, des trajets, à chaque fois que je pouvais avoir un trajet seul, j'étais heureux. Ouais, et au point où faire le trajet, on dit non, fais chemin ensemble. Je dis non, tu vas m'embêter, tu me déranges, tu vas m'empêcher de bosser. Ouais. Donc tu vois, je marche tellement seul qu'à je pose la voix et puis quelqu'un qui était à une distance un peu éloignée, il se tourne, pardon, tu as parlé. Regardez comme un fou. Oui, il dit pardon, tu as parlé. Je dis non, je ne sais pas. On m'a traité de fou pendant. Mais à cette époque, tu rêvais de quoi en fait? C'était quoi ton rêve? Comment tu te voyais? C'était parler là où les gens la parlent. Okay. C'était vraiment, j'aimerais être là où les gens là sont. Ouais. Et parler, et avoir ma propre émission, et puis faire mon propre show et tout ça. J'ai pas vraiment eu d'autres rêves. Hein. Ouais. J'ai tout le temps, j'ai toujours été j'ai pas rêvé piloter un avion, honnêtement, j'ai peur de l'avion. J'ai pas rêvé piloter un avion, j'ai pas rêvé être président. Donc, vu que je suis né, on en a qu'un, donc... À un moment donné, ces rêves d'enfant, j'étais pas dans ce type de rêve. Voilà. Ok. Ben bon, malheureusement, ton rêve, t'as pas pu aller au bout. Ouais. Tu as tout fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait le concours d'entrée dans l'école de communication du Cameroun 3 fois. Donc, à chaque fois, j'ai envie de dire que à chaque fois, quand les résultats devaient sortir, on mettait d'abord, voilà la feuille où il y aura les noms, on mettait mon nom derrière et c'est sur mon nom qu'on mettait la colle. Et donc, quand on mettait au mur comme ça, donc moi je venais, je regardais mon nom devant alors que mon nom était derrière. Il fallait défoncer le mur pour voir mon nom. Donc, du coup, finalement, l'école de communication, j'y suis jamais entré. Ouais. Il fallait faire un concours pour entrer dans cette école. Il fallait faire un concours pour entrer dans cette école. Et si tu réussissais ce concours, à quoi tu avais accès en fait? Et il y avait des filières, filières journalisme, il y avait communication des organisations, il y avait édition, tu vois. Donc, moi, au départ, j'ai cru que c'était un problème de filière. J'ai d'abord, la première année, j'ai fait journalisme, j'ai changé de filière. Je suis allé faire communication des organisations, j'ai toujours pas eu. On m'a dit, non, et tu peux entrer en édition, parce que c'est une filière facile. J'ai fait même édition. Quand on disait facile, j'ai échoué au la main. Mais aujourd'hui, je rends tellement grâce à Dieu de m'avoir fait échouer ces concours-là parce que peut-être que... non, ta vie n'aurait pas été pareille. Ma vie n'aurait pas été pareille, pas du tout. Je n'aurais pas été aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Mais tu avais quel âge à ce moment-là? On est en quelle période? Quand j'ai échoué les concours et tout ça, j'ai quoi? J'ai 19, 20 ans, hein, parce que j'ai eu le baccalauréat à 18 ans. Après le baccalauréat, je suis allé d'abord faire 1 an à l'ENIEJ. L'ENIEJ, c'est une école qui forme les enseignants au Cameroun, les instituteurs. Et après ça, c'est après la formation que je suis allé, je suis allé à l'université et tout. Donc pendant que j'étais à l'université, je faisais le concours. À chaque fois que j'étais à l'université, je faisais le concours. Ouais. Et voilà. Mais pour toi qui avais réussi jusque-là, tu avais réussi ta scolarité sans trop de difficultés, se heurter à des échecs plusieurs fois comme ça, comment tu te sens? La première fois que j'ai échoué les sticks, j'ai pleuré. Je me rappelle, je me rappelle Corinne, on avait fait le trajet elle était en train de me calmer. Je pleurais comme si c'était un deuil, comme si j'avais perdu quelqu'un. Parce que j'affrontais, donc, je pense que c'était la deuxième fois que Corinne était là. La première fois, j'étais dans ma chambre à Bouddha. En fait, si tu veux, quand j'ai passé le baccalauréat, j'ai fait 4 concours. J'ai fait le concours de l'école normale, 2 concours d'école normale. L'école normale au Cameroun, ça permet de devenir professeur de lycée et tout. Okay. J'ai fait l'ENIEJ. L'ENIEJ, ça permet de devenir instituteur. Et j'ai fait les STIC. En fait, on va dire, ma mère était en quête d'insertion sociale pour son enfant. Ouais. Et donc, elle m'a fait faire le maximum de concours possible. Moi, je savais que s'il y a un concours que je dois avoir, c'est les STIC.
Donc, du coup, quand les résultats des Lièges sont sortis avant, quand je suis allé à Bouddha, c'est une ville, où, quand je suis allé là pour commencer les Lièges, je commence en attendant que les résultats de l'ESTIC sortent. Ouais. Et quand les résultats de l'ESTIC sont sortis, j'ai eu tellement mal. J'étais dans ma chambre ce soir-là quand on a lu les résultats. Il était 20h30, 45 par là. Et puis, on a lu les résultats et il n'y avait pas mon nom. J'ai pleuré. Le lendemain, je ne suis pas allé à l'école. Ouais. Je me confrontais, la première fois que je me confrontais à l'échec. Ouais. C'était brutal. C'était brutal. Ouais. J'avais jamais échoué. Je veux dire, avant ça, j'avais échoué la moyenne section. Donc, j'avais échoué la moyenne section, c'était volontaire. Je n'avais pas encore, l'amour pour l'école. À l'époque, tout ce que je voulais, c'était pleurer, rester à la maison. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai redoublé la moyenne section. Mais après la moyenne section, j'avais plus jamais échoué. J'avais eu un parcours excellent jusque-là. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Mais ça m'a appris que c'est aussi ça la vie, que ça fait partie de la vie. Il y a des réussites, il y a des échecs. Ouais. Et là, après ton troisième échec, tu te dis... Je me suis dit non, c'est bon. Parce que en fait, après le troisième échec, je suis en deuxième année à l'université. Donc, je me dis, l'année prochaine, je vais avoir la licence. Et à l'université, ça se passe bien? Oui, à l'université, ça se passe bien, c'est tranquille. Je te dis que je sors major quand même de là. Donc, j'ai toujours été parmi les 5 premiers. Vraiment, dans tout ce que je fais. Parce que même à l'ENIEJ, où je n'aimais pas, donc, j'étais parmi les 15 de la région. J'étais les 15 de toute la région. Donc, même quelque chose que je n'aimais pas et que je n'avais pas envie de faire. Donc, moi, j'ai toujours eu le rêve d'être délinquant, mais je savais que si je suis délinquant, ma mère va me tuer. Donc j'étais dans ce juste milieu-là. À l'université, je me suis dit, OK, là, l'année prochaine, il faut la licence. Ouais. Si c'est que l'année prochaine, je suis encore en train de bagarrer pour faire le concours de l'ESTIC, et si c'est que je fais le concours de l'ESTIC et je le réussis, je vais aller recommencer au niveau 1. Ça veut dire que j'ai bousillé 2 années, finalement, pour ne pas sortir de là avec le diplôme. J'ai dit, bon, c'est bon. Et c'est comme ça que je vais en licence en art de spectacle. Et en licence en art de spectacle, je me dis, OK, je suis dans une filière professionnalisante. Au terme de là, je dois être capable de faire quelque chose. C'est comme ça que je commence à écrire mon premier spectacle. Et je le fais et ça marche bien. Et je me dis, OK, on va y aller, quoi. OK. Donc, raconte-nous l'histoire de ce premier spectacle. Ouais, donc, alors, le premier, c'est vraiment, je suis en art de spectacle. Avant ça, je fais le théâtre, comment est-ce que je vais dire ça? Je joue dans les pièces théâtrales, on est 10. Mais même avant de venir, j'ai même brûlé des étapes. Ouais. Comment tu te retrouves à aller au théâtre? Le théâtre, c'est l'échec de l'ESTIC. L'échec de l'ESTIC. Quand j'échoue l'ESTIC une fois, j'échoue l'ESTIC 2 fois, il faut quand même, parce que la première année quand j'échoue l'ESTIC, je reste à l'ENIEJ où je fais ma formation d'instituteur, c'est 1 an. Je finis la formation. La deuxième année, quand j'échoue l'ESTIC, il faut faire quelque chose cette année-là en attendant de l'année prochaine pour pouvoir composer. Donc, c'est comme ça que je m'inscris. Mon grand frère me dit, bon, vu que tu veux tant faire la communication, il y a une filière à l'université qui n'est pas très loin de cela, c'est les arts de spectacle. Là-bas, on y apprend du théâtre, on y apprend du cinéma. OK, j'y vais. C'est comme ça que j'ai découvert les arts de spectacle. J'y vais, je m'occupe en attendant. Au départ, je m'occupais en attendant que l'année prochaine arrive et que je refasse le concours de l'ESTIC. Je me suis occupé, j'ai fait le théâtre. C'est comme ça que je découvre le théâtre. Et je me dis, c'est quelque chose que je ne sais pas. Même quand je fais ce que je n'aime pas, je m'arrange à faire bien. Parce qu'il s'agit, ma mère trouve beaucoup pour avoir l'argent. Et elle ne va pas mettre l'argent dans quelque chose et puis je vais blaguer avec. Donc, je fais bien. La première année, ça se passe bien à l'université, mais mon rêve reste toujours la communication. Je refais le concours de l'ESTIC pour la 3e fois, je l'échoue, je vais faire 2e année à l'université, je dis OK, c'est bon, là je reste. Là, je vais rester. Pendant que j'étais en train de faire du théâtre, on était une troupe de théâtre, voilà, on allait faire une représentation, on était peut-être 10 comme ça, on nous donnait 300 000. Donc, techniquement, on n'a pas grand-chose. À la fin, tu passes 3 mois de résidence de création pour, à la fin, et après une représentation, avoir 10 000 ou 20 000. On se dit, OK. Et si je prenais tous les 300 000 pour moi? C'est comme ça que je me dis, je vais rédiger un spectacle.
Je commence à rédiger. Je rédige des 2 ou 3 blagues. J'envoie à ma petite amie qui est devenue ma fiancée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je lui dis, OK, lis, est-ce que c'est drôle? Et elle me dit, ouais, c'est drôle. Je dis, OK, c'est drôle parce que tu m'aimes ou c'est vraiment drôle? Me dit, je t'aime, mais ça a l'air drôle quand même. Donc, et c'est comme ça que je vais voir Landry Guetta, qui était metteur en scène. Je lui dis, OK, est-ce que ça te dirait de me mettre en scène pour ce spectacle? On le peaufine. C'est comme ça qu'on a commencé à le travailler. Avec, on s'attache les services d'une régie son, d'une régie lumière, et on fait le spectacle. On fait la première représentation. La première représentation, c'est dans ma salle de classe. Parce que parallèlement, je fais la radio. Parce que je fais la radio, parce que, voilà, c'est pas parce que l'Estique m'a refusé que je vais pas aussi. T'avais une opportunité. J'avais une opportunité. Et tu continuais. Oui, je faisais la radio, je m'éclatais tranquille. Donc, mon premier public, c'est parce que vu que je bosse dans une radio, je peux passer mon spot, tu vois, je peux dire, ouais, je t'accorde mon spectacle et tout ça. Mon premier spectacle, je le fais gratuit, entrée gratuite. Il y a mes camarades de classe qui viennent, il y a mes auditeurs qui viennent, voilà. Ce qui fait que j'ai pratiquement 100 à 150 personnes qui sont là pour mon premier spectacle. Donc, c'est un one-man show. C'est un one-man show. Donc, je suis entré vraiment par la grande porte. Je suis entré avec un one-man show. Voilà, on fait le spectacle. C'était bien drôle. Les gens ont beaucoup rigolé. Et on a fait le spectacle au chapeau. Je veux dire, par rapport à est-ce que vous avez kiffé et tout. Donc, on a eu 15 000. Donc, voilà. Après, c'était des étudiants. Qu'est-ce que tu voulais? Non, c'est vrai. On a eu 15 000 francs. J'ai partagé avec mon metteur en scène, le régisseur, le lumière, le régisseur son. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire. Ça t'a donné confiance en toi. Ça m'a donné confiance. Tu t'es dit, bon, là, je tiens quelque chose. Ouais, et on s'est pas arrêté, on a continué. Ouais. Et je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Cette période-là où tu fais ton spectacle, où tu gagnes confiance en toi, quelle est la musique que tu écoutais? Ou quelle musique te fait penser à cette période-là? Alors, déjà, il y a une musique, Rihanna, Diamond. OK. Rihanna, Diamond, ça c'est d'abord quand je suis la première année après le bac. Parce que j'étais à Bouddha. Il y avait Elodie qui va devenir ma petite sœur. Parce que ma maman m'envoie dans on va dire une famille d'accueil. Parce que c'est chez un ami, un collègue à elle, qui a été finalement affecté dans la ville en question. Donc, sa fille, la fille de ce collègue-là, qui va devenir ma petite sœur par la suite. On faisait le trajet ensemble le matin pour aller à l'école. Elle faisait la section anglophone. Et donc, Rihanna Diamond venait de sortir. Donc, on écoutait cette chanson. Je la charriais parce que je la chantais mal. Elle avait les bonnes paroles parce qu'elle faisait la section anglophone. Et moi, j'avais pas les bonnes paroles. Donc, je prenais du plaisir à gâter la chanson. Et c'est devenu notre chanson. On chantait cette chanson en partant à l'école. On la chantait en rentrant parce qu'on faisait 45 minutes de trajet. Donc, pour aller à l'école et voilà. Et maintenant, une fois en radio, j'ai commencé à écouter tellement de chansons. Quand j'arrive à Yaoundé, j'écoutais parce que animateur radio, tu dois écouter tout ce qui sort, tout ce qui vient, que ce soit les chansons locales, que ce soit les chansons étrangères. Tu dois écouter tout. Donc, j'écoutais toutes les chansons et à partir il y a un artiste Loco, qui, je ne sais pas si il est un artiste international aujourd'hui. Donc, c'était ses débuts. Je l'écoutais. Il était exceptionnel au début. Oui, j'ai toujours été fan de lui. Il y a même eu de ses chansons, le titre Touché. Je lui fais toujours le procès. Je ne sais pas pourquoi il n'a jamais fait la promo de cette chanson. Je trouve que cette chanson, même si on fait la promo de cette chanson, ce serait un carton. Touché, c'était un titre magnifique. Je l'écoutais en boucle, et en boucle. Je kiffais beaucoup. Donc, après cet épisode où tu es dans le game, même si tu n'es pas dans le grand game, tu as confiance en toi, tu as les armes, tu sais que tu as ton karaté. Et dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, quand tu as fait ton premier spectacle? Je ne suis pas encore vraiment persuadé que je peux faire carrière. Hein. Honnêtement, c'est comme un devoir des classes. Tu vois? C'est comme, oui, tout étudiant, je me suis dit,
à ce moment-là, tout étudiant en art de spectacle devrait être capable devrait de faire ça. faire ça. Donc, qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Que ce qui serait extraordinaire maintenant, c'est de capitaliser, c'est rentabiliser, de trouver le moyen de... C'est comme ça que je commence à être disponible pour à créer des scènes et montrer que je suis disponible pour des scènes locales. Et c'est comme ça que je commence à être booké. Et de fil en aiguille, ça génère pas grand-chose, honnêtement. Ça génère suffisamment pour pour payer les factures et tout ça, mais construire une vie de famille et tout ça organisé, c'est pas encore ça. C'est comme ça que je me dis, ok, il faut que je sois davantage populaire et c'est comme ça que j'arrive sur Internet. J'arrive sur Internet. Ce temps ce temps où tu réalises que ce n'est pas assez, est-ce qu'il est court? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois tout de suite ou bien tu te laisses griser d'abord par les premiers cachets et tout? Est-ce que tu as une période comme ça où très tôt tu es pragmatique sur ça? Non, très tôt. J'ai pas eu le temps de... J'ai jamais eu le temps de célébrer. Même hier soir, quand je suis descendu sur scène, on m'a dit que c'était bien. J'ai pas le temps de célébrer. Je me suis dit, j'étais beaucoup plus dans, ok, c'est quoi la prochaine étape? J'ai pas le temps de célébrer les victoires. Tu es le gars de la prochaine étape à chaque fois, en fait. Toujours, parce que tu es né en Afrique. Tu es né là où la vie est dure. Tu es né là où pour s'en sortir, c'est difficile. Donc, si c'est que tu t'amuses à célébrer, tu t'égares très vite. Donc, très vite, j'ai réalisé que, voilà, il fallait faire du vrai cash. Il fallait faire du vrai cash. Il fallait aspirer à plus que ce qu'on peut percevoir et tout ça. Donc, je gagne mes premiers cachets qui sont pas... C'était des cachets de combien c'est? Vraiment, honnêtement, je faisais des prestations à 15 000. Je faisais des prestations à 20 000, après 30 000. En fait, comment est-ce que mon cachet a grandi? En réalité, c'est que j'avais des cachets de 15 000. Je faisais des prestations de 15 000 francs CFA. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai un booking de 15 000, c'est sûr, mon booking de 15 000 est calé pour le 15 avril. Par hasard, je prends banalement le 15 avril. Je suis booké à 15 000 le 15 avril. Si tu m'appelles, tu me dis, OK, dis-moi, est-ce que tu es libre le 15 avril? Je te dis, OK, je m'amuse à te dire que, OK, je suis libre. Oh, j'ai un engagement. J'ai déjà mon booking qui est là. Je suis libre. OK, c'est quoi ton cachet pour le 15 avril? Vu que j'ai déjà un booking le 15 avril, je te dis, c'est 20 000. C'est juste pour la jauge. C'est pour voir, est-ce qu'on est prêt à m'acheter déjà à 20 000? Si c'est que tu valides 20 000, bien évidemment, je partirai par cet événement parce que j'ai un engagement et je tiens à l'engagement, je respecte mes engagements. Je partirai par... Après, je vais te dire, oh, finalement, ça ne va pas le faire et tout ça là. Mais je sais que je coûte 20 000. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, je commence à dire 20 000 désormais. OK, lorsque j'ai fait acter que c'est 20 000, OK, on passe à 30 000 au fur et à mesure. Quand on a un booking, ça a toujours été comme ça. Lorsque j'ai un booking, et aujourd'hui, c'est quand je ne suis pas au Cameroun. Quand tu m'appelles à une date où je ne suis pas au Cameroun, oh, écoute, écoute, donc je me dis, c'est clair que j'ai un booking, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc, de toutes les façons, je n'ai rien à perdre. Je me lâche. je me lâche sur les tarifs. Je me lave. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est comme ça que tu montes. Et c'est comme ça que tu montes. De toute façon, on dit c'est le prix auquel tu te vends qu'on t'achète. C'est comme ça que j'ai découvert. Un jour, j'ai donné un tarif. Je veux dire, le jour où tu vas être choqué, le jour où j'ai découvert qu'on pouvait me donner 1 million, je dis non, attends, donc. Bon, après ça, c'était il y a très longtemps. mais j'étais là. En fait, techniquement, c'était... J'étais pas là. Il n'y avait aucune chance que tu sois sur cet événement. Oui, que je sois sur l'événement. En plus du fait que je n'étais pas là. Donc, en fait, j'ai osé même... C'était même pas que j'étais pas là. J'avais des obligations au village, tu vois. Donc, des obligations familiales. Il n'y avait aucune chance que je sois... Donc, j'étais pas à Yaoundé.
Donc, et en plus de ça, j'avais pas envie. C'était pas le type d'événement où j'ai particulièrement envie d'être là. Donc, c'était pour le mal. J'ai dit 1 million. Ils ont dit, tu sais quoi? On va te donner les 1 million. Même la famille a compris. Ah ouais. J'ai expliqué même à la famille. Non. Non, j'ai dit cette réunion familiale, je n'ai pas assisté à cette réunion. Je suis arrivé au village quand même. Je suis arrivé au village. La réunion devait commencer à 14h. À 12h, j'ai démarré la voiture et c'est parti. J'ai dit, écoutez, je vais vous expliquer après. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça que mes cachets ont évolué. C'est toujours booké. Ouais. Quand la date est bloquée, je m'amuse. Ok, non mais ça c'est une bonne technique. Donc tous les jeunes artistes là, dans n'importe quel secteur, c'est une technique à essayer. Une fois que vous avez votre palier, quand on vous appelle, augmentez. Non, parce que tu n'as plus rien à Ça faire. permet de savoir là où vous êtes. Tu jauges. Là, comment on vous perçoit. Ouais. C'est ça. Parce que tu sais pas, il n'y a pas les critères d'évaluation de comment ça a changé. Et surtout quand le marché africain, de façon générale, on est sur un truc, la première grille tarifaire que tu as donnée, les gens veulent rester là-dessus. Les gens ne veulent pas, ils veulent pas comprendre que aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, tu n'es plus un artiste en herbe, tu es sur tu es un A-list ou alors tu es un artiste international. Les gens ne veulent pas. Quelqu'un, aujourd'hui, Ulrich Takame est devenu un artiste international. Quelqu'un avec qui il a fait un deal en 2016 ou en 2014, il t'appelle et te dit, ouais, on avait, parce que je me rappelle, au départ, j'étais impresario dans les événements. On est en Afrique, on va pas se cacher la vérité. Les mariages pour un humoriste, ça donne beaucoup d'argent. Tu vois un peu, non? Donc, au départ, j'étais impresario dans les mariages parce qu'il y avait le cumul de mon côté communication et tout ça. J'étais maître de cérémonie dans les événements. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle 2016, tu as fait un événement là, tu étais maître de cérémonie. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, pour me bloquer, maître de cérémonie. Price. Oui. It's not today price. Parce qu'en fait, en tant que humoriste, je peux faire, en un samedi, je peux faire 3 mariages. Je peux faire 3 prestations dans 3 mariages différents. Donc, du coup, si c'est que tu veux me bloquer, maître de cérémonie, je ne peux pas. Donc, si tu veux me bloquer, maître de cérémonie, il va falloir que tu me donnes un prix qui correspond relativement à un cachet en tant qu'humoriste pour 2. Pour minimum 2 mariages, pour que je puisse dire que, OK, je vais être uniquement à ton événement. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, il faut bagarrer. Et c'est des sacrifices. Et il faut accepter parfois de rester à la maison, de ne pas avoir de booking. Juste parce que tu... imposer ça. Pour imposer ça. Tu restes à la maison, tu fous rien. Mais voilà. En tout cas, très, très, très beau partage et je pense que ceux qui doivent entendre entendront et tireront. Ouais, si ça peut aider une ou deux personnes, ça serait bien. Donc là, tu enchaînes. Ta popularité grandit. Ouais. À quel moment tu te rends compte que ta popularité grandit? Tout à l'heure, tu disais que tu t'es dit, il faut que je sois plus populaire. Ouais. Comment tu procèdes? C'est les réseaux sociaux. Okay. Parce que je commence avec c'est vrai que je faisais déjà des vidéos. Je faisais déjà des vidéos sur Internet. Ça marchait pas terrible. Hein. C'était pas le truc qui marchait le mieux. Après, il y avait un ami qui m'a proposé de rejoindre une troupe, les Bao. On a été avec la légende, c'est la légende d'ailleurs qui m'a proposé cela, la légende, Cola Sucré, Larissa, Enoch, Raoul. Donc, on s'est formé une troupe, les Bao. Et nos vidéos marchaient plutôt très bien. Voilà, ça marchait plutôt bien. Ça a permis que davantage, même si je n'étais pas le visage phare de la troupe, au moins, j'existais un peu plus que par ma carrière solo, quoi. Après, je continuais à faire mes skits, je continuais à faire mes petites vidéos. Et à un moment donné, j'ai lancé mon propre projet de web-série et ça a commencé à marcher davantage. Et c'est devenu très prenant parce que quand ça marche, tu dois davantage développer, ça doit te prendre beaucoup plus de temps. Et j'ai lancé ma première web-série, Les Délits de Takam. Ça a connu... Ça a marché tout de suite? Ça n'a pas marché tout de suite, mais la différence s'est fait ressentir par rapport aux autres contenus que je faisais. Dès que la différence, parce que je fais un gros travail d'audit aussi. Je suis toujours en train de me questionner sur mes contenus. Je suis en train de regarder le pic d'audience. Pourquoi? Est-ce que ça a grimpé?
qu'est-ce qui... Et donc, du coup, lorsque les 2 premières vidéos, c'est devenu une web série plus tard, parce qu'en fait, c'était 2 vidéos indépendantes. Ok. Et sauf ce qui s'est passé, c'était 2 vidéos indépendantes avec la même personne qui me donnait la réplique, Joyce. Ouais, donc, là, lorsque ça a marché, je me suis dit, OK, le pic d'audience de ces 2 autres vidéos est totalement différent des autres vidéos que j'ai vues. Donc, du coup, on va s'aligner. On va essayer de s'aligner. C'est comme ça que c'est devenu plutôt... On a mis les 2 vidéos là dans un... On a vendu plutôt un concept. On a mis ça dans le concept des délits de Takam. Et c'est comme ça qui fait que toutes les autres vidéos, la courbe d'audience grandissait et c'est devenu très vite un rendez-vous sur le plan national. Ouais. C'est devenu un rendez-vous pour le plan national. Il y avait plein de personnes. Et aujourd'hui, et même ici à Cotonou, il y a plein de personnes qui me parlent de cette web série-là. Même si la web série qui va me faire davantage connaître en Afrique de l'Ouest, c'est les capsules de Takam que je fais plus tard. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens me parlent des délits de Takam. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à ressentir la popularité véritablement avec parce que l'avantage avec Internet, c'est qu'il y a l'audience, ça se voit là, tu vois. Oui, c'est là. Quand tu diffuses une vidéo en première et qu'il y a 2000 personnes, 3000 personnes qui sont connectées sur la première en train de regarder et qu'à la fin de la semaine, tu as 200 000 vues, tu comprends, il y a quelque chose et que tu marches dans la rue, les gens te reconnaissent. Tu sors de ta ville, tu vas dans une autre ville, les gens te reconnaissent. Écoute, il y a quelque chose en train de se passer. Et c'est comme ça que les bookings ont suivi au fur et à mesure. Et voilà. Et à partir de ce moment, l'argent a commencé à être beaucoup. Et c'est là qu'on a lancé le chantier. Et l'argent est fini. Voilà. Ouais, parce que je rends grâce à Dieu d'avoir lancé le chantier à ce moment-là parce que c'est comme tu quittes, techniquement, le basculement financier ça s'est passé très vite. Du jour au lendemain, ça allait très vite parce que tu mènes une vie de 70 000 francs, 60, 80 000 francs CFA, tu parviens à t'en sortir, c'est calme, c'est tranquille. Du jour au lendemain, tout bascule dans ce sens où, parce que quand l'argent a commencé à entrer, avec ma petite sœur, ma complice, on est quitté. Je suis quitté, si tu veux, je ne suis pas quitté de la chambre à un studio. Je suis quitté de la chambre à l'appartement. Je suis quitté d'une chambre d'étudiant à un appartement. Et avec ma petite sœur, on est très complices. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est installés ensemble. Et j'ai déménagé avec rien du tout. J'ai rien pris de ma chambre. J'ai rien pris de ma chambre. On a tout meublé. Donc tu t'imagines, j'étais vraiment riche dans ma tête. On a tout meublé tranquille, tu vois. Mais à cette période, tu es dans quel état d'esprit? Je suis content, mais très méfiant. Je suis content, mais très méfiant parce que... Tu as l'air très mesuré dans tout. Oui, parce que quand je te dis même que on a vécu la vie de luxe, c'était quelle vie de luxe même? Parce qu'en fait, on a pris un appartement de 80 000. On a pris un appartement c'était bien beau, c'était beau et tout ça, mais c'était reculé. Du coup, ça revenait un peu moins cher. On a pris 80 000. Quand je te parle des meubles, voilà, on a pris à tout casser, on était dans 3 millions. À tout casser, on était dans 3 millions. Est-ce que tu es mesuré parce que tu es concentré sur tes projets ou tu es mesuré parce que tu te dis que ça peut se finir? En fait, c'était ça au départ. En fait, c'était ça au départ. J'ai grandi on a grandi dans un environnement où la célébrité, on sait que la célébrité, c'est un truc de 6 mois. Et quand tu deviens populaire, c'est la seule chanson que tu écoutes à longueur de journée. C'est ce qu'on ne cesse de te dire. Écoute, c'est pour un temps. Non, ça va durer, c'est 6 mois, c'est maximum 1 an et tout. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est pour ça, la mesure, c'était beaucoup plus, je veux accomplir le maximum de choses en peu de temps. Je veux accomplir le maximum de choses en peu de temps. Et donc, voilà, quand on a fini, par exemple, quand on a fini de tout équiper et qu'on s'est installé,
Tu t'imagines, le loyer, c'était 80 000. Avec ma petite soeur et moi, on pouvait manger quoi? On pouvait manger 100 000, 150 000 le mois, tu vois. Ça, on est 150 000 plus de 80 000, on est dans 200 quelque chose. Le train, les transports et tout ça, peut-être tu mets 100 000. Donc, peut-être c'était 300 000, tu charges confondu. Et puis, donc, je pouvais faire des entrées de 700 000. Donc, j'étais riche, tu vois, j'étais riche et c'est comme ça que très vite, au lieu d'aller dans la boîte de nuit ou quoi que ce soit, je me suis dit, OK, il faut que je lance le chantier. C'est là que quand j'ai lancé le chantier, c'est là que j'ai réalisé que j'étais pauvre à un niveau qui n'avait pas de nom. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que je ne peux pas me contenter, je dois travailler davantage, je dois travailler triplement. Parce que, en fait, quand on te donne un devis, je veux dire, peut-être la première erreur que j'ai faite, c'est de prendre le devis global du chantier. Je veux dire, le devis, quand il m'a fait un devis de 75 millions. Donc, tu as accusé ça d'abord. Je veux dire, quand il me fait un devis pour la maison de 75 millions, je dis, et les gens construisent. Je dis, et les gens construisent avec... En fait, quand on te fait un devis prévisionnel de 75 millions pour un 1 plus 1, je veux dire, c'est pas un immeuble. 1 plus 1, c'est quoi? C'est un pied-à-terre. C'est rien, c'est absolument rien. Et on te dit 75 millions, et tu vois... Et tu te dis, les gens au début lui disent... C'est combien? C'est combien? Combien de temps ils travaillent pour ça? C'est là que tu réalises que tu es pauvre. Ouais. Tu es pauvre. Et c'est là que... Et tu as des rêves de building. Oui. Et effectivement, j'ai des rêves de building, j'ai des rêves de voyager, j'ai des rêves de ci, de ça. C'est là que j'ai compris qu'il fallait travailler. C'est pour ça que c'est tout ça qui fait que j'ai pas le temps des célébrations. Ouais. Parce qu'on est dans un environnement qui est particulièrement difficile. Ouais. On est dans un environnement où on doit travailler 10 fois plus pour gagner ce que les gens travaillent 10 fois moins et gagnent dans d'autres contextes. Et voilà, ça a guidé ma façon mode de vie, mon mode de vie de façon générale. Aujourd'hui, tu vois, à chaque fois, ma carrière, elle est comment? Je la vis de sorte à ce que à tout moment, si ça s'arrête, je n'ai aucun regret. Ouais. C'est beaucoup plus comme ça. C'est beaucoup plus. Il faut pas. J'étais beaucoup plus dans le sens de. Il ne faudrait pas que si jamais ma carrière s'arrête, on se dise que lui là, il a fait quoi avec son argent. Ouais. Non. On n'a pas. Il faudrait que si jamais ça s'arrête, que tu puisses te regarder et dire j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis fier de ce que j'ai accompli. Dieu merci, 10 ans plus tard, on est toujours là. Ouais. Et ça ne s'est jamais arrêté. Et on n'a pas cessé de grandir. On est aujourd'hui, Rich Sakam est devenu un artiste international. Ouais. Et les bookings ne font que suivre. 2026, ça ne fait que ça s'enchaîner là. Ouais. Je vais dire, ce matin encore, j'étais en train de discuter par rapport à une programmation d'octobre. Ouais. Donc, on est octobre 2026. Tu es déjà dans un an, en fait. Ouais. Donc, c'est le gars à qui on avait dit que ça devait s'arrêter 6 mois plus tard. Donc, voilà. On est là 10 ans plus tard. Mais quand je regarde tes premières vidéos et que j'écoute ce que tu me dis, comment tu finançais tout ça? Ça a toujours été l'autoprod. On a été. Ouais. Je pense que c'est le plus gros cadeau que j'ai jamais eu peur de prendre ce que j'ai gagné pour remettre. Ok. J'ai jamais eu peur de prendre ce que j'ai gagné pour remettre, parce que c'était le seul moyen de gagner davantage. Ouais. J'ai eu la grâce d'être arrivé dans un environnement, d'être arrivé à un moment donné où à peine j'ai commencé, j'ai fait moins d'1 an quand même sur YouTube avant que mon YouTube commence à me générer. Ouais. Donc j'ai tenu 7 mois. Hein. Ouais. J'ai tenu 7 mois. Il fallait tenir 7 mois. Avant de lancer ma web série, je vais dire que ok, je faisais déjà quelques mariages parce que
J'étais pas un mauvais animateur. J'étais pas un mauvais animateur. J'avais une émission qui marchait. J'avais une petite popularité dans le secteur de la communication. Donc, ce qui fait que j'avais des bookings d'impresarios et tout ça là. Donc, ça me donnait un petit quelque chose. Et c'est ce petit quelque chose là que je mettais dans la production de mes contenus et tout ça. Et Dieu merci, j'ai pas fait 7 mois que ma chaîne YouTube a monétisé et ça a commencé à... Je prenais ce que je gagnais sur Internet pour réinvestir et au bout d'un an, j'avais acheté mon premier matériel. Au bout d'un an, je ne louais plus le matériel pour tourner. J'ai acheté ma première caméra, j'ai acheté une Canon tranquille. Même si au départ, même si c'était... J'ai jamais eu honte de... J'enroulais le micro sur un bâton, je veux dire sur un bambou et puis pour percher avec. Donc, j'avais pas de perche au départ. Donc, et je prenais le son directement sur la caméra, j'avais une seule caméra. On faisait du contenu et après on a enchaîné, après on a pris une deuxième caméra, après petit à petit, au fur et à mesure, aujourd'hui on est totalement équipé, on est totalement indépendant, il y a des aspects sur lesquels on doit encore travailler, il y a des aspects sur lesquels on doit se professionnaliser davantage, mais pas qu'on a un besoin réel. Il n'y a plus de besoin réel. Donc on a toujours, j'ai jamais eu peur de prendre ce que j'avais pour remettre dans l'art, prendre ce que je gagnais dans l'art. Et j'avais pas ce problème parce que je n'avais pas deux métiers. Je n'ai toujours fait que l'art. J'ai toujours été dans l'industrie du divertissement. Moi, je me définis comme un entertainer, tu vois, je suis dans l'entertainment, c'est tout. Donc, en fait, oui, j'ai pris l'argent de la radio, j'ai pris l'argent de la communication pour mettre dans l'art, mais c'est pas comme si je prenais l'argent d'un métier sérieux, si on va dire ça comme ça. Je veux dire, c'est pas comme si j'étais enseignant et je prenais mon salaire d'enseignant pour investir. C'est à ce moment-là que ça aurait été risqué. Parce que moi, je n'ai pris que... Je n'avais pas de problème à mettre de l'art parce que ça venait, l'argent que je gagnais venait de là et ainsi de suite. Donc, j'étais le maintien, j'ai joué au maintien et je n'ai pas eu peur des petits bénéfices au fur et à mesure. J'ai investi dans le développement de ma carrière. Aujourd'hui, on est assis, quoi. J'ai envie de dire que même si c'est que je galère, par exemple, c'est comme je peux louer le matériel. Je veux dire, je peux être là comme ça, si c'est que je suis en galère, je loue mon matériel et puis on tourne avec. Et puis, ça rentre, tu as trouvé ton business model, en fait. Oui. Ok. Et aujourd'hui, quand tu regardes le chemin parcouru, même si tu ne prends pas le temps de célébrer, tu es quand même satisfait de... Très satisfait. On a pu mettre sur pied une entreprise. Comment tu es structuré aujourd'hui? Voilà, je suis structuré. Depuis 2020, il y a une entreprise qui fonctionne avec un personnel. Il y a un personnel fixe. Il y a un personnel fixe. Il y a des personnes qui viennent uniquement quand on a des projets, des prestataires qui viennent quand on a des projets. Donc voilà, cet aspect-là, on essaye de faire des choses, on essaye de faire des projets, on ne s'arrête pas. Il y a la carrière du producteur de contenu, du producteur de série qui est là. Il y a la carrière du stand-upper qui s'arrête pas, on continue et on essaye de créer une harmonie entre tout ça. Et puis il y a aussi la carrière du web humoriste, on va dire ça comme ça, du gars qui fait des skits sur Internet. Et on essaie de créer une harmonie. J'ai la grâce d'avoir des équipes sur lesquelles je peux compter. Parce que là, je suis ici par exemple, mais il y a une série qui est en train d'être tournée. Et donc ça fonctionne vraiment sans toi, ça tourne sans toi. Oui, le problème, on a développé une deuxième chaîne YouTube. On a une deuxième chaîne YouTube qui est en développement et c'est une deuxième chaîne YouTube sur laquelle j'ai pas pour ambition d'exister là-bas. Donc en fait, parce qu'on a lancé un casting récemment où on va prendre une pépinière, on va écrire des projets, j'ai des auteurs qui écrivent des séries et puis des équipes qui tournent et puis on a une plateforme YouTube sur laquelle ils sont diffusés. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est d'avoir une plateforme qui fonctionne sans moi. Sans ma personne, sans que je ne donne de ma... Mais ça, c'est l'idéal, ça. C'est ça. Une fois que tu réussis à faire ça, tu peux aller dormir. C'est un gros... tout seul. Et
Je pense que c'est une bonne manière de transmettre aussi tout ce que tu as pu emmagasiner comme expérience. Pour moi, c'est hyper important parce que je tiens à le faire ça. Et je dis, ce n'est possible parce que j'ai des équipes qui me font confiance et en qui j'ai confiance parce que je ne peux pas être là. J'existe sur Internet et là, pour l'année prochaine, pour 2026, on est en train de travailler, on est en train de préparer, on doit faire une grosse salle au Cameroun, on doit faire la Falaise Diamond à Douala, qui est une grande salle aussi, on veut faire la Cigale à Paris, qui est une grosse salle, et on veut faire la Place des Arts à Montréal, c'est des grosses salles, donc c'est des grosses productions. Tu ne peux pas être à ces endroits-là et faire autre chose, tu dois être concentré là-dessus. Sauf qu'il faut que ton activité continue à tourner au Cameroun. Et donc, c'est pour ça que on a des équipes sur lesquelles on peut s'appuyer et qui peuvent continuer à faire des choses et voilà quoi. Parce qu'il faut continuer à être présent. On n'a pas le choix à ce niveau-là. Internet, l'inconvénient d'Internet, c'est qu'il faut être constant. Il faut être constant. Et ce n'est possible que parce qu'il y a des équipes qui assurent le relais derrière. Mais une chose qui est commune à toutes tes vidéos dans lesquelles tu joues, tu n'as jamais ou pratiquement jamais le rôle du héros en tant que tel. Tu joues toujours l'anti-héros. Mais pourquoi? Est-ce que c'est une posture dans laquelle tu te sens à l'aise? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de ton vécu ou de frustration que tu as pu avoir? Parce que mon manager aime souvent dire que j'ai le syndrome du sauveur. Je souffre du syndrome du sauveur. Parce que je veux dire, même dans mes relations, lui-même, comme il connaît toute ma vie, il dit que même dans mes relations amoureuses, je me dis, je ne suis pas, les filles qui vont bien ne m'intéressent pas. Les filles où là où tu vas avoir la paix, là. Ça m'intéresse pas, je veux dire que je suis toujours sur des trucs où il y a des difficultés, où il y a mais je sais pas d'où je sors avec ça, mais moi mon raisonnement est simple. On ne peut pas briller seul. Pour moi, c'est impossible de briller seul. Et pour moi, c'est pas Perrin. Une lumière. Moi, j'ai ma métaphore que j'aime bien. Je suis d'obédience religieuse catholique. Le jeudi saint, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi saint, il y a une messe de la nuit. Il y a une messe de la nuit qui commence de l'extérieur. Donc, c'est une des messes de la semaine sainte. Ça commence à l'extérieur. On commence dans le noir. Il y a un feu qui est allumé. On vient à l'église avec la bougie. Tout le monde vient, tous les chrétiens viennent avec la bougie. Le prêtre commence la messe à l'extérieur avec un feu qui est allumé et il va utiliser sa bougie et il va prendre le feu. Et on va se partager le feu de bougie à bougie et c'est chacune avec sa bougie qu'on rentre à l'église. Et c'est l'ensemble des bougies qui illumine l'église. Donc, en fait, on fait une bonne partie de la messe avant de rallumer les lumières plus tard. On fait une bonne partie de la messe avec les bougies. Bon, après, on laisse pas les bougies aller jusqu'à la fin parce qu'après, il faut que ça reste à l'église. Là, c'est un autre débat. Mais cette métaphore me plaît bien dans ce sens où c'est l'ensemble des bougies qui crée une grosse lumière. C'est l'ensemble des étoiles qui nous accompagnent, qui permettent qu'on brille davantage. Quand quelqu'un te donne la réplique, quelqu'un te donne de l'amour, quelqu'un te donne de sa générosité et quelqu'un te donne de son esprit aussi, si on va dire son âme, si on va dire ça comme ça. Après, ça peut être une belle âme, ou tout comme ça peut être une mauvaise. Et puis, ça peut être, c'est une énergie, c'est une autre énergie qui fait que ça crée une force à la fin de la journée. Moi, j'aime les forces. Moi, c'est pas que je varie beaucoup parce que si tu regardes le projet qui est arrivé en Afrique de l'Ouest, parce que ça, toi tu dis ça c'est le regard de quelqu'un qui est en Afrique de l'Ouest. Le projet qui est arrivé en Afrique de l'Ouest, c'est le projet dans lequel j'ai pris du recul, j'ai décidé de mettre l'autre en avant. J'ai fait ce choix-là parce que le précédent projet, le projet qui m'a fait briller moi
sur le plan national, sur l'ensemble du territoire national. Au Cameroun, les délits de Takam étaient un projet où c'était moi qui gueulais, c'était moi qui parlais, et j'avais en face Joyce qui recevait. Elle recevait la réplique. C'était son silence qui me faisait briller moi. Et c'est ça qui a fait que je brille davantage. Et donc le prochain, je ne pouvais pas. Si c'est que je faisais un autre projet dans lequel je encore, je deviens redondant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de briller par mon silence cette fois-ci, pour laisser Diane me donner de la réplique, pour laisser Diane être celle-là qui, voilà. Donc à ce moment-là, le retrait faisait que je me faisais découvrir sous un autre visage. Je faisais qu'on découvrait une autre facette de moi, parce que en fait, en réalité, si je criais, peut-être oui. Peut-être le projet allait avoir le même écho de sorte à retentir en Afrique de l'Ouest. Vous devriez me découvrir et peut-être être content. Mais le public camerounais qui me connaissait davantage, j'allais les saouler. Parce que ça doit être, oh, on connaît ça, tu as déjà fait ça, passe à autre chose, tu vois un peu, ça allait être ça. Et après, si on n'est pas accepté en local, c'est difficile que ça s'exporte. Peut-être que le projet ne serait jamais arrivé en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est beaucoup plus ça. Oui, je suis de ceux qui aiment à ce que la réplique soit partagée. Je suis de ceux qui aiment, pour moi, et c'est une fierté pour nous, parce que j'aime pas beaucoup parler avec le moi, parce que je ne suis capable de rien. C'est l'énergie qui a tout autour, qui est capable. C'est l'énergie qui crée quelque chose. Pour nous, pour mes équipes et moi, il est toujours hyper important que chacun qui apporte une pierre à l'édifice puisse briller à la hauteur de ce qu'il apporte. Tous les personnages, je veux dire, on est fiers aujourd'hui parce que tous les personnages des séries que l'on a faites sont importants et sont connus. Aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, pour moi, je ne supporte pas de jouer avec quelqu'un qui ne brille pas aussi. C'est un peu compliqué. Mais tu fais rire des milliers de gens aujourd'hui. Mais toi, qui te fait rire? Tout le monde. Les personnes en même temps. Tout le monde. Je regarde tous les comiques. Je veux dire, aujourd'hui, c'est même plus les comiques qui me font rire. C'est la société. C'est la société de façon générale qui me fait rire. C'est les moments qui me font rire. Au départ, je regardais beaucoup Gad Elmaleh qui me faisait beaucoup rire. Et puis Dieudonné Balabala qui me faisait beaucoup rire aussi. Et donc c'est ces deux personnes-là qui m'ont aidé à me construire, à définir qui j'étais et qui je voulais être en tant qu'humoriste. Aujourd'hui, devenu humoriste, je suis en train de regarder beaucoup plus la technicité. Je regarde la construction des vannes. Je suis tout le monde. Je connais tous les humoristes africains. Je connais tous les humoristes camerounais. Je connais tous les humoristes du monde francophone de façon générale. Donc, aujourd'hui, c'est plus des humoristes qui me font rire. C'est la société. C'est dedans que tu puisses ton esprit. Oui. C'est des gens comme ça qui, au passage, sans même avoir pour objectif de faire rire, ils me sortent des trucs qui sont hyper marrants. Et dans lequel de tes rôles tu te sens le plus fluide? C'est-à-dire, est-ce que c'est le stand-upper? Est-ce que c'est le web humoriste? Est-ce que c'est j'adore le stand-upper, réalisateur, je veux dire, ou le promoteur? C'est le stand-upper. Quand je suis sur scène, je suis heureux quand je suis sur scène. Quand je suis sur les planches, je suis vraiment heureux. Quand je suis sur le web, l'argent qui entre là me plaît. Me fait me sentir. Et quand tu es promoteur? Quand je suis promoteur, les mots de tête. Les mots de tête, l'argent sort. Je dis, quand tu es producteur, l'argent sort. Je t'ai dit, c'est comme ça là. Tout à l'heure, avant de commencer, j'étais en train de discuter. J'ai donné 200 000 à Marialo pour qu'elle gère pour que j'ai 2 ou 3 trucs par mon absence et tout ça. Elle me disait que c'était fini. En 2 jours, j'ai dit, mais c'est fini comment?
en 2 jours. Mais j'étais malade. Donc, un producteur, Non, producteur, c'est un métier difficile. C'est difficile. C'est un métier C'est difficile. difficile. Et ça sort. Et en réalité, il y a le moment, le début d'un projet et la fin d'un projet, c'est des choses qui sont. Parce qu'en fait, il y a des avances à payer au début du projet là, et il y a des soldes que tu dois faire. Donc, c'est des montants costauds et ça fatigue. Mais bon. C'est tout ça qui fait le charme et c'est tout ça qui nous rapproche à chaque fois et nous éloigne de l'AVC. Ouais. Donc, ouais. Écoute, tu es tout le temps en mouvement, ok? Tu ne veux pas t'arrêter. Pas du tout. Ok, mais est-ce que ça te demande pas, qu'est-ce que tu dois sacrifier pour ce après quoi tu cours? Quel sacrifice ça te demande? Les amis, la famille. Ouais. Les amis, la famille. C'est difficile, mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui est le plus difficile par rapport à la famille, par exemple? Ne pas être là, je veux dire, ne pas être là, c'est compliqué. Je vais te prendre banalement 2025 qui est en train de finir. J'ai pas fait... Je vais cumuler, hein. Cumuler, j'ai pas fait 60 jours chez moi. Pas du tout. Ouais. Cumulé, j'ai pas fait 90 jours au Cameroun. Ta compagne, elle travaille dans le même Bon, elle est dans l'informatique. Ok. Elle est dans l'informatique. Ouais. Mais comment tu arrives à concilier? On se bat. Je veux dire, au départ, je vais t'expliquer, au départ, c'était très difficile. J'ai failli maudire Dieu. Je t'explique. J'ai failli maudire Dieu de m'avoir mis dans une relation à distance. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus gros avantages le fait d'être dans une relation à distance. C'est parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on n'est pas dans le même pays. Ok, de base, vous êtes pas dans le même pays. De base, on n'est pas dans le même pays, mais on se voit tellement, je veux dire. Okay. Tu vois, ce qui fait que cette année, on s'est Vous êtes beaucoup vus. On s'est vu beaucoup plus qu'on s'était vu. Donc, j'ai pas fait 90 jours. J'ai pas fait 90 jours au Cameroun de toute l'année, cumulé. J'ai pas fait 60 jours chez moi. Donc, voilà. Elle était même là, par exemple. Elle va arriver à la maison, elle va arriver à la maison le 19. Avant moi, tu veux dire, elle va arriver même à la maison avant moi, le 19, avant moi. Moi, je serai encore au Gabon parce que je joue au Gabon le 19. Elle va arriver, je vais la rejoindre seulement le 21. Donc, oui, le fait qu'on soit dans une relation à distance, ça fait que on a été habitué, ça a créé aussi, on a été habitué à être présent même quand on est absent. Et voilà, c'est une organisation. C'est une organisation. Aujourd'hui, ce qui fait qu'elle ne ressent pas mon absence parce que on a créé quelque chose, on a créé un canevas qui nous arrange et qui fonctionne. Donc, pour revenir sur l'époque de tes productions, il y a Diane qui a été révélée à travers tes productions. Mais est-ce que son départ pour la France a eu un impact sur ta carrière? Est-ce que ça a eu un impact? J'ai eu peur que ça ait un impact. Gloire à Dieu, ça n'en a pas eu véritablement. En fait, j'avais déjà le vaccin. Comment est-ce que je veux dire ça? J'avais déjà c'était le duo. Le duo avec Diane était vraiment puissant. Il était vraiment puissant et c'est comme je l'ai dit, le projet avec Diane, c'est le projet qui est vraiment sorti de l'Afrique centrale et a marché beaucoup en Afrique de l'Ouest. Tu vois? Maintenant, l'avantage qu'on a eu, la grâce que j'ai eue, c'est qu'avant ça, il y avait un autre projet qui était aussi un duo, les Délires de Takam, qui n'avait pas certes atteint l'Afrique de l'Ouest comme les capsules, mais qui était connu sur le plan national,
tout le monde avait connu ce projet, parce que c'est avec ça que j'ai été révélé au Cameroun, ce projet-là. Et donc, même les gens à l'Afrique de l'Ouest qui suivent Takam depuis le début ont connu cet autre projet. Donc, en fait, en réalité, le départ de Diane, c'était pareil que le départ de Joyce. Je veux dire, c'était beaucoup plus. Ulrich Takam a encore donné à une autre dame et place à la suivante. Donc, c'est beaucoup plus place à la suivante. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être, ça n'a pas. La question se pose. La question ne se pose qu'à l'extérieur du Cameroun, parce que le projet qui a suivi, il y a eu un projet avec Fidèle qui a eu aussi un écho sur le plan national. Donc, en fait, il y a une qui a suivi aussi, qui a hyper bien marché. Donc, ce qui fait que Ulrich Takam n'a jamais cessé de donner aux uns et aux autres. Moi, je veux dire, je donne parce que c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit. C'était pas malheureusement, j'ai envie de dire, je ne vais pas cacher que c'est pas la collaboration qui est la mieux finie, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la vie. Diane et moi, on ne se parle plus. C'est des réalités de la vie. Et c'est pas la seule, d'ailleurs, avec qui on n'entretient pas forcément de bons rapports. Ça n'enlève en rien le talent qui est le sien. Ça n'enlève en rien la compétence qui est... Ça n'enlève en rien la beauté de ce qu'a été notre collaboration, la beauté de ce qu'a été le duo. Ça n'enlève en rien. Après, nous sommes des êtres humains. On peut se parler, on peut s'entendre sur ci, on peut ne pas s'entendre sur ça. Mais voilà, je ne cache pas que j'ai cru, effectivement, j'ai eu peur du fait que je ne survive pas du duo avec Diane, parce que c'était un duo qui était vraiment puissant. Mais je pense que Dieu a su me rendre ça. Jamais véritablement on ne m'a demandé sur ça. Je veux dire, parce que le stand-upper existait depuis avant ce duo-là. Parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé avec le stand-up. Donc mon public m'a connu avec le stand-up, et jamais sur un plateau de stand-up on ne m'a demandé un duo. Donc on continue ce bonhomme de chemin, et on continue de faire de belles choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire librement? Oui, il y a beaucoup de choses. Avec la notoriété. Oui, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire librement. Mais j'avoue que j'ai combattu aussi ça, dans ce sens où j'ai vendu le personnage. Mon personnage que j'ai vendu le personnage d'une personne commune. J'ai vendu le personnage de quelqu'un qui n'est pas une star, en fait. Et qui, voilà. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'être une star. Je veux dire, moi, c'est tout ce qui va. C'est l'argent qui va avec qui m'intéresse. Sinon, sinon, être star pour être star, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, du coup, j'ai créé une proximité avec ma communauté qui me permet certaines choses. Qui me permet de faire mes courses tranquillement. Mais qui te permet de ne pas être prisonnier d'une image, en fait, voilà, que donc, tu ne peux pas gérer. Donc, qui me permet de faire mes courses, même s'il y a des endroits où je ne peux pas aller. Je veux dire, je ferai facilement mes courses dans un supermarché. Dans un marché, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. Par contre, le marché qui est pas loin de moi, le marché qui est à côté de chez moi, j'ai imposé ça. Au départ, les premiers jours, c'était dur. Les deuxièmes jours, mais j'ai insisté. J'ai tellement insisté que tout le monde me connaît au marché désormais. Donc, on sait que, du coup, quand on me voit au marché, ce n'est plus un événement. Oh, c'est ce marché-là, je l'ai habitué parce que c'est le marché qui est plus proche de chez moi. Mais les autres marchés, difficiles. Il y a plein de trucs il y a des endroits où je peux plus aller. Et on est en Afrique. Les gens souffrent à la galère. Donc, quand tu t'en sors un peu, on te demande l'argent. Donc voilà. Du coup, il y a des trucs que tu peux pas faire parce qu'on va te demander l'argent. Alors que toi-même, tu es là comme ça, tu galères. C'est chaud. C'est mauvais. Toi-même, ton argent ne suffit pas. Donc, ça ne suffit pas. Tu peux pas commencer à distribuer. Donc, il y a quelques trucs que je peux pas faire, mais pas beaucoup. Parce que je me suis arrangé à ce que mon personnage ne me prive pas d'une vie normale. Ok. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration? Oui. Maintenant, par contre, j'ai une stratégie, je fais tellement de choses que lorsque je n'arrive pas à avoir une inspiration sur un secteur, je vais sur l'autre. Ok.
Donc, je ne peux pas être Bloqué. Je ne peux pas être bloqué. Je veux dire, si je n'arrive pas à créer un spectacle de stand-up, moi, je travaille sur une web-série. Ouais. Je travaille sur une web-série et donc, ça me permet de continuer à être constant et de continuer à être présent. Ouais. L'avantage du stand-up, c'est que bon, tu as un répertoire quand même sur lequel tu peux continuer à tourner avec. Voilà. Le temps que quelque chose vienne. Oui. Il y a un répertoire, tu vois. Une série, par exemple, quand tu fais une série de 30 épisodes, tu diffuses un épisode la semaine, tu as 7 mois. Exactement. Ça te donne 7 mois pour avoir une autre idée. Magnifique. Donc, en fait, on essaye de jongler. Donc, en fait, je suis sur tellement de choses que, voilà, quand j'ai une panne, le temps que ça se résolve, tu n'as pas eu le temps de constater que j'avais une panne. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sujets que tu n'abordes pas ou que tu ne toucheras pas, que tu as fait le choix de... Je choisis délibérément de ne pas aborder, mais de ne pas aborder d'une certaine façon. Mais il y a pas de... la politique, je traite d'une certaine façon, la religion, je traite d'une certaine façon, mais il n'y a pas vraiment de sujet que je m'interdis. Ouais. Je choisis les angles de traitement. Mais il n'y a pas des trucs que je n'aborde pas. Je connais ce qui est dangereux. Ouais. Et du coup, je connais ce qu'il faut traiter avec des pincettes. Voilà. Donc, Et si demain, tout ça s'arrête, qu'est-ce qui te resterait? Ma vie, ma fierté. Ouais. Ma vie, ma fierté, ma personnalité, voilà. Si demain, je veux dire, si demain ça s'arrête, même si c'est qu'il prend ma voiture là et dit que bon, donne-moi 7 millions là-dessus, quelqu'un me donne 7 millions sur la voiture ici là. En fait, parce que de toutes les façons, techniquement, au stade où elle est, je pourrais la vendre même à 11 millions, à 10, 11 millions, on prendrait. Mais vu que je suis en galère, je dis, donnez-moi 7 ou 8 millions. 7, si on me donne 7 millions là-dessus, je prends. C'est suffisant pour repartir. C'est suffisant pour redémarrer. Oui, pour prendre un ballot d'habits et ouvrir une petite boutique là, faite de friperie. Et puis, tu es tranquille. Je vois, c'est... peut-être, techniquement... Bon, après, je ne suis pas encore suffisamment vieux pour ça. J'aurais peut-être... si j'avais peut-être 40 ou 50 ans, je dirais... Si je vends ma maison... Tu vois, écoute, si je vends ma maison, au stade où on en est, tu vois, c'est quand même beaucoup de millions, c'est suffisant pour mourir. Hein, tu vois, même si c'est que je vends ma maison là, je me définis un salaire de 300 000 le mois, que je vivrais chill. Ouais, tranquille. Je vivrais chill jusqu'à... J'aurais 50 ans que je dirais que même si je me définis un salaire de 300 000 le mois, que je meurs à 80 ans, je suis chill, quoi. Je suis chill. Mais je suis encore un peu trop jeune pour... Si je vends ma maison, maintenant, ça va finir. Là, on va finir. Là. Je suis jeune, je peux avoir des envies de jeunes. Les envies de jeunes coûtent cher, tu vois. Les envies, parce que si c'est que je veux, par exemple, 2 filles brésiliennes, tu vois. Et si c'est que je veux un champagne, tu vois. Je veux vivre la java. Mais justement, c'est quoi tes envies de jeunes? C'est quoi tes envies de jeunes? J'ai pas beaucoup plus sérieusement. Non, Non, en fait, toi, tu ressembles à quelqu'un même qui a des envies raisonnables. Regarde, écoute, c'est ça. Écoute, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, je veux pas dormir dans un hôtel 5 étoiles. Je veux pas dormir dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Je veux la chambre 5 étoiles pour moi. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu veux posséder la chambre. Je veux posséder la chambre, en fait. Tu veux posséder l'hôtel. Voilà. C'est ça. Tu veux pas dormir dans l'hôtel, tu veux posséder l'hôtel. Moi, en fait, si tu veux, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Quand je suis allé au Marrakech du Rire, je ne le cache pas, c'était la première fois que j'étais logé vraiment au standing. Après, là, on est en 2018, ma carrière a commencé en 2016, donc voilà. Donc, 2 ans plus tard, quand même, donc, je vais au Marrakech, quand j'arrive au Marrakech du Rire, c'est la première fois que je suis logé dans une chambre au standing. Tu sais, moi, ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que moi, je me suis dit, je vais travailler de sorte à ce que ma chambre à la maison ressemble à ça.
C'était ça le challenge. Aujourd'hui, on n'est plus très loin. Tu vois, mais pour une première maison, il fallait pas exagérer. Parce que pour une première maison, j'aurais pu le faire, tu vois, mais il fallait pas exagérer parce que j'ai lancé, je t'ai dit qu'on m'a donné un devis de 75 millions alors que ma carrière, je voulais pas lancer un chantier que je suis pas sûr qu'il avait fini. Si la carrière s'arrête 2 ans après, tu vas pas finir le chantier finalement. Donc, mais je me suis dit, il faut que j'ai ça à la maison. Pourquoi il faut que j'ai ça à la maison? Parce que je voudrais que je voudrais pas qu'on me fasse du chantage avec des banalités. Ouais. Je voudrais pas que quelqu'un me dise, non, mais quand même, je voudrais que quand quelqu'un me dise que, oh, mais quand on te loge dans un 5 étoiles, dans un 3 étoiles, je dis, écoutez, j'ai ça à la maison. Ouais, ça m'impressionne pas. J'ai rien à foutre avec ça. Ouais. Et je voulais pas avoir envie de prolonger mon séjour. Ouais. Je voulais pas avoir de problème à rentrer chez moi parce que j'ai ça à la maison. Que lorsque j'ai fini le boulot, j'ai hâte de rentrer chez moi parce que j'ai l'eau chaude à la maison, parce que j'ai la clim à la maison, parce que j'ai ça. Donc en fait, je n'ai pas. C'est quoi la raison pour laquelle je vais rester dans la chambre d'hôtel? Ouais. Donc c'était beaucoup plus ça. Donc mes envies, là c'est des temps mon type, c'est que j'ai vu une télévision là, j'ai vu un 75 pouces là, il a 955 000. C'est mon petit bijou que je veux pour ces fins d'année. C'est un truc. Là, à la maison, c'est le 55 pouces que j'ai. Ouais. Donc, du coup, je veux le 75 pouces maintenant. C'est des petits plaisirs comme ça que... Bon, c'est pour ça qu'on travaille. Ouais. À la fin. Ouais. C'est ça. C'est juste ça. On essaie d'avoir... Moi, tout ce qui... Le plaisir, c'est beaucoup plus... J'aime quand je rentre à la maison et que j'ai tout ce dont... Ouais. Tu es bien chez toi. Ouais, c'est ça. Tant que je suis bien chez moi, ça va. Et tu te vois où dans 5 ans? Hein? Dans 5 ans, tu te vois où? Ici, en train de faire notre podcast. Pour nous raconter comment le chantier s'est terminé. Et le deuxième chantier a commencé. Oui, pour raconter l'histoire de l'immeuble. Parce qu'en fait, le terrain de l'immeuble est déjà là. Enfin, c'est un 1000 mètres carrés. Le plan est déjà là. Et tout, on a déjà fait le plan. Et tout est... Tu as fait le devis? Ouais, non. Parce qu'en fait, ce que je vais commencer, je ne vais pas commencer par l'immeuble même. Je vais faire la barrière d'abord. Je vais faire la barrière, tu vois, j'ai fermé d'abord. Ouais. Je vais faire la barrière et tout ça. Je vais faire les départs. Je vais faire le petit studio du gardien. D'accord, restez là d'abord. Ouais, je vais faire le petit studio du gardien. Je vais peut-être faire, à la limite, la piscine, tu vois. L'immeuble, je laisse d'abord. Non, ça va venir. Ça va venir, vu comment tu es organisé, tu es structuré. Oui. On a de gros rêves. On a de gros rêves. Le challenge, c'est vraiment... Il y a une industrie à bâtir. Il y a une industrie de l'humour à bâtir encore au Cameroun. Il y a un comedy club qu'on doit lancer pour d'autres humoristes. Il y a les 10 ans à célébrer l'année prochaine. Et il y a un comedy club à lancer. Il y a un festival d'humour aussi à lancer au Cameroun. Donc, et puis, il y a d'autres marchés à conquérir. Il y a le marché de l'Europe à conquérir. Il y a le marché de l'Amérique à conquérir. Vraiment, moi, je suis ouvert à aller partout où on parle le monde francophone de façon générale. Moi, je pars parce que il faut qu'on se fasse entendre. Il faut que cette affaire où on disait que ça va finir dans 6 mois là, non. Non, bon, là c'est fini, là, on est lancé. Ouais. On est en roue libre. Oui, on est parti, on va pas s'arrêter. On y va. On va pas s'arrêter. Écoute, c'est le mal qu'on te souhaite. Oui, souhaitez-moi vraiment ce mal-là. Ouais. C'est vraiment le mal qu'on te souhaite. Ouais. On arrive à la fin de l'entretien là. On a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Non. Je dis vraiment, je n'aime même pas d'avoir la question. Vraiment. Moi, j'aime la paix. J'aime la paix. Dans la vie, je suis pas, comme je suis quelqu'un, je sais me contenter. Je sais me contenter. Peut-être que, j'ai pas d'espérance de façon générale. J'ai pas
T'as pas d'attente. J'ai pas d'attente. J'attends juste que la vie continue à nous sourire comme elle nous sourit. Parce que la vie n'a jamais cessé de. Moi, à la question Dieu, est-ce que Dieu existe ou pas? Moi, je vais la réponse. Il existe. Il existe dans ma vie depuis de nombreuses années. Et donc, je sais qui conduit. Donc, je fais confiance. Donc, du coup, j'ai pas d'espérance. J'attends pas qu'on mette en avant quoi que ce soit. Ce qui a été mis en avant, les discussions qu'on a eues, je pense que, je dirais pas que c'est la providence, mais je pense que c'est ce qui devait être là à ce moment. Voilà. Ouais. Et puis la suite viendra. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Non, il le fallait. Pour ton sens du partage, pour ta générosité, parce que tu nous as dit beaucoup. Et ça fait plaisir. C'est toujours important pour moi. Si ça peut aider plus d'un, tant mieux. Si ça va enfoncer plus d'un, c'est bien aussi. C'est bien aussi que les gens fassent des erreurs. Ouais. Ouais. Et puis on fait des erreurs, on se relève. Et je nous souhaite à tous, peut-être tous les humoristes africains qui prendront le temps à suivre ce podcast. Je veux dire, l'avenir nous appartient. Et notre empire, on a un empire à bâtir. Il est possible de le bâtir. Il est possible de le bâtir ici. Il est possible d'être riche ici aussi. Donc voilà, il y a une industrie du divertissement qui existe, qui est bien, qui est encore très favorable jusqu'ici à la musique. Mais il est possible qu'une industrie de l'humour se tisse et qu'elle devienne davantage puissante. Bref, on peut être, et surtout on peut être des stars, des vrais stars. Et donc, lorsqu'il y a des stars, il y a un public qui suit, il y a un business derrière. Et c'est là qu'on va se faire les ronds. Donc, croyons en le fait. Moi, je crois en le fait qu'on peut se faire beaucoup de ronds et cherchons l'argent. Écoute, cherchons l'argent. Il a tout dit. Hein. Alors, c'était le Cotonou Boy Show avec Ulrich Takam. Écoute, je te souhaite une très bonne année 2026. Merci beaucoup, Nasty. Bonne année à toi aussi. Ouais. Et que les 10 ans-là se célèbrent de la meilleure des manières. On va suivre ça d'ici. On va le faire. Peut-être si ça se passe trop bien là, peut-être qu'on va débarquer aussi à Cotonou. Hein. Pourquoi pas. On va fêter les 10 ans aussi à Cotonou. En tout cas. Allez mon frère. Merci beaucoup. beaucoup. Oh, c'est un plaisir. Cotonou Boy Show.